Un soir de mai 2018, au cœur de Paris. Le Louvre et ses collections forment un écrin pour deux immenses stars du rap américain, Beyoncé et Jay-Z. Leur clip où apparaissent les grands trésors du musée va battre tous les records. Il sera vu plus de 150 millions de fois. Au même endroit, un jour d'ouverture. En 2018, le musée a franchi la barre des 10 millions de visiteurs. Un record. L'une des clés de cette réussite, c'est cette pyramide de verre et de métal. Ce grand geste architectural a projeté le Louvre dans le XXIe siècle. Sa construction a été une véritable aventure. Le fruit de la rencontre entre deux hommes. Un président qui veut laisser sa trace dans l'histoire, François Mitterrand. Et un architecte visionnaire, Yo-Ming Pei. L'histoire débute un soir de septembre 81, dans les salons de l'Élysée. J'ai fait décider que le fameux François Mitterrand vient d'arriver au pouvoir. serait mis Il annonce ce soir-là les grands axes de sa politique culturelle. Cette fois-ci, 75%. J'ai également pris la décision, mesdames et messieurs, sans vouloir désobliger personne, de rendre le Louvre à sa destination. À l'époque, une partie du palais est occupée par les administrations. Le Louvre est bien plus qu'un ministère, il est au centre géographique du pouvoir. Il est le symbole de la toute-puissance du ministère des Finances. Le ministère des Finances occupe toute une aile. À l'extérieur, la circulation automobile a peu à peu envahi les abords du bâtiment. Le projet du Grand Louvre prévoit donc le déménagement du ministère des Finances et la restitution de tous les espaces. Afin de mener à bien ce chantier hors norme, François Mitterrand choisit personnellement l'architecte sino-américain Yo-Ming Pei. Pei va devoir relever un défi de taille. Car depuis les années 50, le musée a peu changé. On y entre par de petites portes, souvent mal indiquées. Vieillot, le Louvre est bien loin du niveau des grandes institutions américaines ou anglaises. Pei fait alors une proposition radicale. We have to give to the new Louvre, Nous devons donner au nouveau Louvre un centre, which is qui doit être la réception, un lieu généreux avec de la lumière et de l'espace. light and with space. It does not have to be a pyramid. Ce ne doit pas être absolument une pyramide, ce peut être un dôme, ou une arche, ou même un cube. But the pyramid, Mais la pyramide est la forme que je trouve la plus esthétique. aesthetically to my eye, Le projet de Pei déclenche la polémique. Pendant près d'un an, défenseurs et adversaires de la pyramide s'affrontent. En mai 85, Jacques Chirac, alors maire de Paris, demande qu'une structure grandeur nature de l'édifice soit présentée. Les Parisiens pourront ainsi se faire une opinion. Pendant plusieurs jours, des centaines de curieux défilent dans la cour Napoléon. Ça ne me plaît pas. D'abord, pourquoi une pyramide? Ça me fait penser à l'Égypte.
Ensuite, dans un cadre aussi magnifique, tout l'argent qu'on investit là-dedans, on aurait mieux fait de restaurer le palais, ça aurait été plus intéressant. C'est dommage, je trouve que c'est dommage, c'est tout. Elle ne vous gêne pas dans le site? Non, pas du tout. Je trouve que c'est beaucoup plus dégagé que quand il y avait ce petit square au milieu de la cour. On ne mélange pas du 17e, du 18e. Et puis il y a des architectes français qui ont certainement des idées. On n'avait pas besoin de demander ça à un Chinois. Deuxièmement, et troisièmement, si on avait besoin de faire des boutiques, il y a le sous-sol, on n'a qu'à les faire en sous-sol. On n'a pas besoin de démolir le patrimoine français. Les pour les comptes, les antilles, les vieux, les jeunes, il faut être de son époque et c'est tout. Fin 85, les travaux débutent enfin. La totalité de la cour Napoléon est creusée. La structure en métal de la pyramide est montée. Et les premières plaques de verre sont posées. 666 vitres, une opération délicate, chaque vitre pesant 150 kg. Il a fallu renforcer la structure métallique pour qu'elle ne plie pas, mais de plus, chaque plaque de verre a été spécialement traitée afin d'obtenir une transparence parfaite. Début 88, la pyramide est enfin terminée. 30 ans plus tard, la transparence de cet édifice continue de surprendre l'architecte Philippe Caro. Ce verre, c'est un verre extra blanc, c'est un verre le plus transparent possible, voulu par Paye pour permettre au public de percevoir le palais du Louvre sans avoir le sentiment de rentrer dans un grand aquarium. Paye voulait éviter toute coloration de la lumière une fois qu'on était entré dans la pyramide, parce qu'on devait percevoir le palais du Louvre à travers la pyramide. À l'intérieur, l'effet est encore plus saisissant. On est dehors, on est dedans. On a une présentation du Palais du Louvre en mode cinérama. On voit là, effectivement, l'intelligence d'un geste d'architecture contemporain, très ancré dans le XXe siècle, en confrontation avec un monument principalement du XIXe siècle. La pyramide est aussi conçue pour être transparente, pour qu'à l'intérieur, on se situe toujours dans le Palais du Louvre, qu'on arrive à se repérer, qu'on perçoive qu'on est toujours dans ce monument. La structure de la pyramide a été allégée par l'architecte pour conserver les vues et les perspectives. Ici, nous touchons du doigt la finesse de la réalisation de cet ouvrage, finesse au sens propre comme au sens figuré. L'objectif de Paye, c'était effectivement d'obtenir la transparence la plus parfaite possible, donc un verre extra blanc, bien sûr, mais surtout une charpente métallique extrêmement fine. La solution qui a été trouvée, c'est que chacune des fermes soit maintenue par un ensemble de câbles horizontaux qui font le tour de la verrière. L'architecture de Paye est une architecture qui est dessinée avec un souci du détail pratiquement infini. On retrouve ce souci du détail dans la paroi vitrée de la pyramide, de même qu'on va le trouver dans tous les espaces aménagés sous la cour Napoléon. Sous la pyramide, Paye a imaginé un carrefour qui permet aux visiteurs de choisir son circuit dans le musée. Nous entrons dans le musée du Louvre. Nous percevons encore l'ensemble architectural dans lequel est intégré le musée. En fixant à Paye l'objectif de créer une entrée unique au cœur du Palais du Louvre, on lui a imposé une contrainte très forte d'obliger le public à un parcours descendant pour entrer, puis remontant pour accéder aux collections. François Mitterrand a longuement admiré Dès l'inauguration, le succès est immédiat. La pyramide de verre aujourd'hui achevée, le chef de l'État vient tout naturellement l'inaugurer. À ses côtés, l'architecte Paye, choisi personnellement par François Mitterrand pour ériger ce qui restera sans doute comme une œuvre maîtresse des années 80. Parce que les caves sont comme ça, en retrait, c'est très, très bonne idée. Hein. Nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Que représente ce projet dans votre carrière? Franchement, c'est le plus important de ma carrière. En 1989, le monde entier découvre la pyramide.
Pour le bicentenaire de la Révolution française, François Mitterrand reçoit ici les dirigeants du G7. En quelques mois, ce monument devient une icône, symbole du Louvre, de Paris et de la France. Près de 5 siècles avant Mitterrand et Paye, un autre duo a lui aussi profondément marqué l'histoire du Louvre. Un souverain, le roi Henri II, et un architecte, Pierre Lescot. À cette époque, au XVIe siècle, le Louvre est une forteresse médiévale construite sur les bords de Seine. C'est le père d'Henri II, François Ier, qui a entamé les travaux sur ce château pour en faire sa résidence. Le donjon est abattu, mais le roi meurt avant de pouvoir achever son œuvre. Son fils, Henri II, poursuit ce chantier monumental. Il ordonne de démolir la partie ouest du château et il fait appel à l'architecte Pierre Lescot. Avec ce bâtiment, l'architecte invente la Renaissance à la française. Aujourd'hui, l'aile Lescot continue d'impressionner. Elle emprunte à la Renaissance italienne l'élégance de sa géométrie. Elle y associe de grandes fenêtres et des toits en ardoise. Au rez-de-chaussée se trouve une véritable merveille imaginée par Pierre Lescot. Derrière cette porte, voici l'une des plus belles salles du Louvre. Alors nous sommes ici dans la salle des Cariatides, la grande salle de bal et de réception. Alors, dans cette très belle architecture, le souverain avait une place de choix. Il siégeait au niveau du tribunal, c'est-à-dire de cette zone en fond de salle qui est comme délimitée par un arc de triomphe et qui était surélevée de quelques marches. Donc le souverain était dans la salle, certes avec ses hôtes, mais en léger retrait, en léger surplomb. Face au trône, l'un des chefs-d'œuvre du Louvre. Les Cariatides. Ces sculptures de Jean Goujon ont marqué leur époque et sont devenues des figures récurrentes au sein du palais. Ces figures féminines, elles sont très hiératiques, très frontales, elles ont un rôle architectural. Il y a une grande sensibilité, une grande délicatesse dans le traitement des drapés, ce drapé mouillé, si caractéristique, qui laisse apparaître l'anatomie, qui laisse deviner le nombril et dont les courbes dessinent très harmonieusement les courbes du corps féminin. Le motif de la cariatide au Louvre, vous allez le retrouver partout. Elles font partie de l'ADN architectural et décoratif du Louvre. Je crois qu'après la Joconde, elles sont vraiment l'incarnation de la Renaissance au Louvre. Aujourd'hui encore, l'emprise de ce palais impressionne. Le long de la Seine, le Louvre déploie un immense bras de pierre. Ce gigantesque corridor est un autre geste fort qui a marqué l'histoire de ce bâtiment et de la capitale. C'est à Henri IV que l'on doit cette galerie. Ce roi venu du lointain Béarn veut laisser son empreinte. Il imagine pour le Louvre ce qu'il appelle son grand dessein. C'est un projet fou. Il consiste à relier le Louvre au palais des Tuileries. Pour cela, le roi ordonne la construction d'une grande galerie. Avec ses 460 mètres de long, elle est le plus long bâtiment jamais entrepris dans une demeure royale.
Ce bâtiment va donner au Louvre sa dimension. Celle d'un palais gigantesque, au cœur de Paris. Aujourd'hui, la Grande Galerie accueille les chefs-d'œuvre de la peinture italienne. Ce corridor reste un lieu de déambulation comme au XVIIe siècle. Cette grande galerie est un espace de circulation pour le souverain qui lui permet de relier le palais du Louvre au palais des Tuileries. C'est un vaste promenoir d'où il peut surveiller, admirer toute l'activité qui se déploie sur la Seine. C'est même, à certains moments, un espace de jeu pour le dauphin. Donc voilà, un espace qui peut aussi avoir un rôle symbolique assez fort, puisque dans la grande galerie a pu avoir lieu la cérémonie du toucher des écrouelles, au cours de laquelle donc le souverain va toucher des malades. Ça fait partie des vertus du souverain thaumaturge. C'est un geste d'une ampleur inégalée pour un édifice qui est très polyvalent. Et on y trouve aussi une écurie, la monnaie, une imprimerie. Donc c'est vraiment un lieu de synthèse. Deux siècles plus tard, un autre homme marque profondément la vie du Louvre. Napoléon. Il enrichit considérablement les collections de ce palais devenu musée en 1793. Pour cela, il a recours à l'un des premiers historiens de l'art, Dominique Vivant-Denon. Ensemble, ils vont donner naissance au plus grand musée d'Europe. La prestigieuse collection d'antiques au Louvre doit beaucoup à l'empereur. Ces statues ont été achetées en 1807 par Napoléon, sur les conseils de Dominique Vivant-Denon. C'est la fameuse collection Borghese. Elle comprend 350 marbres, parmi lesquels des chefs-d'œuvre, comme l'Hermaphrodite endormi, voici le gladiateur Borghese. Cette statue est devenue un modèle du nu masculin. Bien sûr que c'est un véritable événement quand elle arrive. Parce que c'est une des statues les plus célèbres de Rome, parce que tout le monde la connaît, elle est gravée, dessinée, reproduite. Donc c'est comme si arrivait au Louvre une œuvre aussi célèbre que la Joconde aujourd'hui. Cette statue elle est exceptionnelle parce que ça reste une démonstration d'études de mouvement, d'études de la musculature. De ce point de vue-là, c'est toujours une sculpture magistrale. Tous les étudiants des Beaux-Arts, en France, en Europe, ont étudié l'anatomie grâce à cette statue. Donc pour Napoléon, avoir l'opportunité d'acquérir financièrement une collection privée d'un tel prestige, c'est faire rejaillir bien sûr sur le Louvre et sur un musée qui porte alors son nom, toute la gloire ancienne d'une collection constituée depuis le début du XVIIe siècle. Et justement, acquérir des collections anciennes et donc vénérables, c'est une autre manière de légitimer son pouvoir. Au milieu du XIXe siècle, un autre empereur transfigure ce palais et lui donne son aspect actuel. Napoléon III. Il décide de faire du Louvre la vitrine de son pouvoir. Pour cela, il fait appel à l'architecte Hector Martin Le Fuel. L'architecte double la surface du palais. Au sud et au nord, de nouvelles ailes sont construites. Le Louvre et les Tuileries se rejoignent enfin. Une partie de la Grande Galerie d'Henri IV est détruite et entièrement reconstruite. Ce chantier gigantesque dure 5 ans.
et donne naissance au Nouveau Louvre. Dans la cour Napoléon, les sculpteurs créent un décor d'une richesse inégalée. Il n'a pas changé depuis le 19e siècle. C'est ici que va vraiment se déployer tout le discours artistique et politique du règne de Napoléon III. C'est ici qu'il va justifier son pouvoir et le mettre en scène. Et quelle est la première vision qui se déploie quand on débouche dans cette cour? Eh bien, c'est tout simplement le portrait de Napoléon III en pied sur ce très beau fronton. C'est donc le seul portrait en pied de l'empereur que l'on a dans cette cour. Il est ici donc sous le regard bienveillant de son oncle, Napoléon Ier, que vous avez ici par le grand sculpteur Barye au sommet du pavillon Sully. Napoléon III veut démontrer que lui aussi est un successeur des rois de France, un digne successeur de son oncle aussi, Napoléon Ier. Pour s'approcher au plus près de ce décor sculpté, il faut accéder au toit du palais. C'est depuis ces hauteurs que l'on saisit toute l'ampleur de cette entreprise. C'est un point de vue assez unique qui vous permet vraiment de comprendre toute la structure du Louvre de Napoléon III, ponctuée par ces 7 pavillons qui donnent vraiment une identité à cette cour. Dans ce grand décor de théâtre, la sculpture occupe une place déterminante. Plus de 300 sculpteurs ont travaillé sur le chantier de Napoléon III. Les budgets sont colossaux. Il y a plus de 3000 personnes qui vont travailler sur ce chantier. C'est vraiment un chantier phénoménal avec une organisation extrêmement rigoureuse. On utilise l'électricité, tout à fait nouveau pour l'époque, pour pouvoir travailler de nuit. Tout est mis au service de la réussite de ce chantier qui doit vraiment être un symbole de ce Second Empire qui triomphe. À l'intérieur du palais se déploie un autre héritage de ce faste impérial. Ici, les architectes ont apporté un soin particulier aux escaliers. L'un des plus spectaculaires a été créé par l'architecte Le Fuel en personne. On arrive dans un magnifique escalier, un escalier qui met en scène vraiment l'architecture et aussi les personnes qui déambulaient, qui allaient se montrer, qui allaient se présenter dans cet escalier. Le défi pour l'architecte est important puisqu'on a ici une cage plus petite mais qui doit quand même être monumentale. On a donc ce jeu de double volet de marche qui vraiment crée une illusion d'espace très important. Ce sont des larges escaliers pour effectivement une société qui déambule, qui va se montrer comme dans un théâtre. Cet escalier mène au premier étage de l'aile Richelieu. C'est ici que l'on accède au salon où l'empereur recevait ses hôtes de marque. Napoléon III, dans ce décor peint, met en scène son action dans la continuité des rois bâtisseurs qui ont façonné le Louvre et la capitale. Il est bien entouré. François Ier, Henri IV, Catherine de Médicis l'entourent et montrent eux aussi différentes étapes du Louvre qui s'est construit. Mais la figure la plus importante, c'est celle qui est au centre. Vous avez l'empereur et l'impératrice trônant au centre, devant une représentation du Louvre achevé que sont en train de lui présenter une multitude d'allégories. C'est une mise en scène de ce roi constructeur, de cet empereur qui, dans la continuité des autres, va œuvrer pour ce palais magnifique au centre de la capitale, au centre de la France. Le souffle de l'histoire anime les pierres de ce palais, qui, depuis le Moyen-Âge,
a suscité l'audace des rois, des empereurs et des architectes. Un palais devenu aujourd'hui le plus grand musée du monde.